coupe, on troque, on réinvente. Bon, et on peut dire c'est merveilleux, comme ça tout le monde va s'intéresser à Jaurès. Bon, pourquoi pas. Donc il y a ça. Mais si vous revenez vraiment à la presse de l'époque, aux sources, c'est un personnage totalement détesté, quand même par une large partie du champ politique. Vous avez échappé qu'il meurt assassiné, bien sûr, mais même à gauche et au sein du socialisme, des batailles particulièrement fratricides, difficiles, sur lesquelles parfois on n'insiste pas tant que cela. Et une source m'a beaucoup aidé pour ça. Là, je dois ma dette, cette fois-ci, à Charles Diaz, qui est un historien de la police, par ailleurs un ancien commissaire de police, qui s'intéresse beaucoup à cela. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la police, et quand vous rentrez dans les archives de la police, il faut avoir un peu un décodeur, puisque ce n'est pas forcément évident de tout cela, de détecter certaines choses. Et il se trouve que Jean Jaurès, à partir du moment où il est devenu socialiste, donc à partir de 92-93, a été un homme très surveillé, extrêmement surveillé, par la préfecture de police de Paris, par la Sûreté Générale, enfin les renseignements généraux, les services secrets. Et quand vous consultez aussi les préfectures de police de département, à chaque fois qu'il se déplace, vous avez quasiment un rapport. Des commissaires spéciaux, vous avez à cela. Et vous avez des rapports parfois plus ou moins intéressants, mais vous avez parfois des rapports très détaillés qui vous permettent de suivre Jaurès au jour le jour, de mesurer l'hostilité qui faisait preuve tout autour de lui, mais aussi des autorités. Et donc parfois, ces archives-là m'ont permis de le suivre, non seulement jour après jour, mais parfois heure par heure. Je vais vous prendre un exemple. J'en ai plein, mais j'en prends un qui me vient comme ça à l'esprit, qui permettait de mesurer à la fois le Jaurès théoricien marxisant et le Jaurès qui tient à sauter dans un train pour aller convaincre telle ou telle section de sa juste ligne. Il a fait une conférence sur Bernstein et l'évolution du socialisme allemand à l'Hôtel des Sociétés Savantes en 1900, Jaurès, qui est un débat là, vraiment doctrinal, où il prend position sur un des grands débats de l'époque qui est « faut-il aller graduellement vers le socialisme ? Est-ce que la voie révolutionnaire est toujours pertinente ?» Donc un débat de haute tenue, on a des rapports, exactement, sur Bernstein, on a sur le révisionnisme, doit-on réviser le marxisme, etc. Donc débat intellectuel de haute tenue à l'Hôtel des Sociétés Savantes un soir, toute une série de personnalités sont là, alors c'est très bien parce que la police note les présents d'ailleurs, vous permet de savoir. Voilà, je ne savais pas d'ailleurs, j'ai appris grâce à la police que Gued écoutait silencieusement mais écoutait attentivement, et vous apprenez par un autre rapport que le lendemain matin, il va à Troyes, dans l'Aube, autre registre, où il va. Alors l'Aube, pourquoi elle est dans l'Aube ? Parce que l'Aube est un bastion de Jules Gued en fait. Son adversaire au sein du socialisme. Il veut les convaincre de sa juste ligne, notamment sur l'affaire Dreyfus, sur un autre point. Et j'ai envie de dire, toujours rester là. C'est-à-dire qu'il est un soir, de 19h à 21h, sur un débat doctrinal, avec essentiellement des intellectuels, et le lendemain, il se retrouve à la gare de Troyes, puis à celle de Romilly, peu de temps après, pour convaincre des militants d'un certain nombre de points. Et donc ces archives-là vous permettent de le suivre très attentivement. Et, puisque j'étais dans mes archives policières, j'en avais consulté pour d'autres sujets sur les Allemands et les Autrichiens, je me suis dit, je vais regarder ce que surveillait la police prussienne, enfin la police allemande, mais construite par la Prusse, globalement de l'Allemagne unifiée de 71. Alors, ils surveillent prioritairement les sociodémocrates allemands, ils ont déjà beaucoup à faire, mais l'ambassade d'Allemagne avait des délégations, on va dire en français, de services secrets, qui observaient le socialisme français très attentivement, et vous avez des rapports sur Jaurès, écrits en allemand, qui ont été publiés. Les archives de police allemandes sont publiées sous forme de plusieurs volumes. Et là aussi, vous pouviez le suivre. Un exemple, Toulouse, 1908. Alors, le congrès de Toulouse, qui est très important pour la façon dont Jaurès va s'affirmer dans le Parti socialiste, assez fabuleux parce que alors, vous avez la préfecture de police locale, vous avez la Sûreté Générale, vous avez la police prussienne, je ne sais pas comment ils ont fait pour tous rentrer, en tout cas ils étaient tous là. Vous avez des rapports multiples qui vous permettent de, vous savez c'est tout bête, mais de reconstituer l'ambiance de ces congrès. Des délégués, de l'attention des uns et des autres. Donc ça, c'était un aspect aussi, restituer un peu ce côté humain et ce côté qu'a aussi Jaurès, me semble-t-il, et Rémi connaît bien cet aspect aussi du personnage. On est parfois tous un peu nostalgiques, on se dit, ah là là, les hommes politiques à l'époque, ils étaient extraordinaires. Alors, ça permet de relativiser, parce que Jaurès est une figure extrêmement charismatique, au talent oratoire, manifestement, quand même très au-dessus, hors du commun, y compris à l'époque. C'est-à-dire que vous voyez les descriptions, on va dire, franches, évidemment internes de la police allemande, ils disent ouais bon on s'ennuie, etc., un délégué, hein.
Et puis il y a Jaurès. Alors vous imaginez que pour quelqu'un qui est plutôt dans l'habitude d'une caserne berlinoise, l'ambiance toulousaine avec le charisme de Jaurès, il n'y a pas beaucoup l'habitude. Et là on a des descriptions qui nous donnent aussi des éléments pour comprendre comment Jaurès s'est imposé. Mais alors pour employer un terme pour le coup védérien, c'est la personnalité charismatique aussi Jaurès, véritablement. Enfin, c'est affectif, charismatique, avec de fortes références philosophiques et historiques. On se dit, oulala, les gens qui écoutaient ça devaient s'ennuyer profondément. Mais manifestement pas, parce qu'il y avait quasiment une mise en scène, une gestuelle. Alors, je vous décris tout ça autant que je peux, parce que malheureusement, nous n'avons pas d'enregistrement audio de la voix de Jaurès jusqu'à présent. Ça, c'est dommage. Techniquement, ça aurait été possible. Alors, notre ami Laurentin, la sculpture, elle m'a encore redit vraiment qu'il a cherché pendant très longtemps, mais on ne trouve pas de bande sonore. On l'a pas. On finira peut-être par en trouver une. Mais on a quand même beaucoup de descriptions, voilà, journalistiques, policières, qui nous permettent de restituer tout cela. Et, voilà. Et peut-être tout dernier élément, parce que je sais que Rémi a beaucoup de questions à me poser, mais il y a une question d'histoire politique sur Jaurès, parce que si je vous dis que c'est un intellectuel, il écrit quand même beaucoup, hein, à la Dépêche, la Petite République, puis ensuite l'Humanité qu'il fonde, et c'est une véritable galère de maintenir le journal L'Humanité qu'il fonde. Alors, on trouve aussi des archives sur l'Humanité, des conseils d'administration interne, où il est très décrié, c'est très difficile. On se dit parfois, comment cet homme trouve-t-il le temps de s'imposer dans l'unification socialiste, de s'imposer, une fois que le Parti socialiste est unifié, de poser sa ligne, voilà. On peut dire qu'il est décrié, critiqué, mais quand même il s'en sort pas si mal, et il trouve quand même le temps d'écrire énormément de choses, de factures souvent journalistiques, mais pas que. Et donc j'ai essayé de me mettre dans... C'est des gros articles. Ah bah des articles, toute la presse aujourd'hui, vous 10 000 refuserait. C'est 10 000, 15 000 signes, parfois j'ai compté, dans la Dépêche. Donc évidemment, ça ferait rêver tous les journalistes aujourd'hui d'avoir autant de place. Donc on est sur... évidemment, c'est la première génération, la génération de Lois Ferry qui lit, c'est le principal média, donc vous lisez ça, c'est votre seule lecture. Donc voilà, il fait des articles très longs. Et donc il y a la question quand même de comment Jaurès fait-il pour s'organiser au niveau politique. C'est un député, le système de ce qu'on appelle aujourd'hui le système des assistants parlementaires est loin d'être aussi défini. C'est un niveau d'informalité, y compris financière, qui vaudrait quelques difficultés à beaucoup de gens aujourd'hui, si vous voulez mon avis, quand on voit comment ça fonctionne. Donc il se débrouille avec les moyens du bord. Et donc j'essaie de reconstituer aussi, je vais dire, on dirait en termes très modernes, le spin doctor de Jaurès, par où ça passe, parce que vous ne pouvez pas, c'est humainement impossible, être aussi bon dans les manœuvres des congrès politiques et faire tout ce qu'il fait par ailleurs. Et c'est là où, un dernier fonds d'archives que je citerai, les archives d'un certain Pierre Renaudel, qui vous dira peut-être rien, mais Pierre Renaudel, c'est celui qui s'est assis le lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès dans son siège du journal L'Humanité, donc il a succédé formellement. Pierre Renaudel est un socialiste très proche de Jaurès, et Renaudel, on a retrouvé ses archives, mais il y a 12-13 ans, dans une descendance familiale qui, un jour, des gens ont ouvert leur truc de famille, et ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça, ils ont vu que c'était des archives. Et donc, on a les archives de Pierre Renaudel, et Renaudel a récupéré les tiroirs du journal L'Humanité juste au lendemain de la mort de Jaurès, donc on a retrouvé un peu d'archives Jaurès. Parce que le reste des archives Jaurès, je vous fais grâce de l'histoire, mais c'est très compliqué. Donc, il y avait cet aspect-là, et Renaudel a récupéré des choses, et Renaudel a conservé tout ce qu'il a fait auparavant, construire le Parti Socialiste, et on se rend compte, en fait, en plus Renaudel était normand à l'origine, donc ça me permettait moi d'avoir tout un côté... Oui, mais implanté dans le Var. Mais finalement élu dans le Var, parce qu'il n'a pas réussi à se faire élire en scène dite inférieure à l'époque, voilà. Et donc Renaudel, et ce personnage, c'est un peu l'homme de main de Jaurès. Alors en plus, pour vous dire, Renaudel, il a fini ensuite néo-socialiste, dont une partie seront véchistes. Donc c'est pas le personnage que l'on a rappelé. Il est revenu au Parti Socialiste. Il est revenu à la vieille maison, je sais bien. Et il est mort avant l'occupation. Oui, peut-être heureusement, peut-être. Peut-être heureusement, voilà. En tout cas, tout ça est un peu, voilà, c'est pas le personnage qui fait rêver en termes de postérité, mais objectivement, avant 1905, si vous regardez qui fait quoi autour de Jaurès, parce que Jaurès est un intellectuel, un agrégé de philosophie, un prof, c'est pas Goethe, c'est pas le parti, c'est pas un personnage libre, mais on voit à travers différents témoignages que quand même ce Renaudel, très admiratif de Jaurès, fait beaucoup de choses, y compris techniques et politiques pour lui, me semble-t-il. Et on le trouve à travers une documentation, je vous fais grâce des détails, puis j'ai synthétisé ça dans la biographie, et je pense que c'était intéressant de rappeler ça, parce que
on démythifie un peu le personnage, on a l'impression, ah c'est incroyable, le philosophe à l'époque fait ses grands discours, et à côté de ça, il bat finalement Gay dans le Parti Socialiste. Alors, tout ça est beau. À Caramont aussi, il y avait Fieux qui m'aidait beaucoup. Oui, il a toujours eu des gens autour de lui, dévoués, pas de premier plan, qui ne laissent pas des traces archivistiques évidentes au départ, mais là, Renaudet, coup de chance si je puis dire. Oui, des gens quand même qui n'étaient pas couillons, quoi. Bien sûr, parce qu'on a parfois tendance à dire, quand on fait l'histoire des idées politiques et l'histoire des partis politiques, il y a le premier plan, on ne peut pas rater le premier plan, La coulisse. les militants, les sympathisants, on ne peut pas les rater non plus sinon le parti n'existe pas, mais il y a tous ceux qui sont entre les deux, il y a l'appareil, sans connotation négative. Et Renaudet, typiquement, bon, fait pas rêver, surtout qu'effectivement, vu la suite, etc., parmi ses très proches, certains seront vichistes, donc c'est pas le type dont vous avez beaucoup envie de reparler, mais objectivement, vous avez des gens comme ça autour de Jaurès qui l'ont beaucoup aidé. Et peut-être dernière chose là-dessus, on voit bien que Jaurès, l'histoire de constituer un parti politique, il le fait, bien sûr, et il y met beaucoup du sien, mais c'est quand même pas ce qu'il a. Il n'y a pas de texte pour dire il faut tel parti politique, avec telle conception, telle structure, telle hiérarchie. Alors qu'il y en a déjà qui raffolent de cela. Il y a des beaucoup plus le parti structuré, hiérarchisé. Vous voyez ça de façon plus Spectrale. ouverte. Ouverte, voilà. Mais oui, mais alors il faut se mettre à la place de ses collaborateurs, parce que c'était parfois peut-être pas très précis les consignes, me semble-t-il. C'est ça, c'est ce qu'on lui a reproché. Et on lui reprochait, et je pense que voilà, il y a eu des gens autour de lui pour faire ça. Et donc voilà, bon, après, moi j'ai travaillé des années là-dessus en faisant d'autres livres et abordant d'autres sujets, mais Jaurès c'est à la fois quelqu'un de très politique, qui délègue en fait, dirions-nous aujourd'hui, et qui a toujours voulu quand même construire quelque chose intellectuellement. Peut-être le dernier exemple, c'est l'armée nouvelle. Vous savez, il a fait un projet de loi sur l'armée en 1911. Il faut voir quand même le truc, c'est que c'est un projet de loi de réforme de l'armée, avec tout ce que ça implique en termes techniques, et finalement ça finit en ouvrage de 420 pages, où il parle de la nation, l'internationalisme, il développe des conceptions philosophiques très... Parce qu'on voit bien que, bon, le projet de loi, il faut le faire, parce que voilà, et puis c'est un homme politique, et voilà, il se plonge là-dedans en finalement, c'est presque émouvant, en écrivant une partie de l'œuvre philosophique qu'il n'a pas eu le temps d'écrire par ailleurs. Et il revient d'ailleurs sur Fichte, sur plein de références allemandes, on voit, c'est ça, ça y est, je me retrouve comme à l'école normale supérieure, je me replonge là-dedans. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Il avait travaillé avec des officiers de l'armée. Tout à fait, dont un certain colonel Meyer, qui aura un rôle important. Et qui sera ensuite l'inspirateur de De Gaulle. De Gaulle, oui, tout à fait. Bon,